Bonjour à tous, je me présente Thomas Martin. Je suis animateur scientifique pour Planète Science Occitanie et je vous parle aujourd'hui depuis les locaux de Planète Science à Ramonville. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la circulation des courants océaniques. Alors attention, je ne vais pas tout vous présenter parce que c'est un sujet qui est très vaste. Je vais m'intéresser à une partie. Alors, qu'est-ce que j'entends par courant océanique? J'ai une petite image à vous montrer. La voici. Alors, sur cette image, on voit la planète Terre et on voit en bleu des courants. Ce sont des courants qu'on va appeler des courants de fond. C'est des courants qui sont au fond des océans. Et il y a des courants en rouge. C'est des courants qu'on appellera des courants de surface. En bleu, des courants de profondeur et en rouge, des courants de surface. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse et pourquoi on s'intéresse à ces courants? Eh bien, ces courants, ils ont beaucoup de fonctions. Et l'une de ces fonctions, c'est tout simplement de permettre aux animaux marins, comme vous pouvez le voir, de faire le tour de la Terre. Donc, par exemple, on va partir ici de la France et on voit que ce courant, en bleu, un courant de profondeur, il va descendre toutes les Amériques. Puis ici, on va pouvoir arriver au niveau du pôle sud, aller vers l'Inde, ou bien continuer notre route et aller près de l'Australie, remonter au niveau du Pacifique, et puis reprendre un courant de surface en rouge, etc., passer par l'Australie et remonter jusqu'en France. Alors ces courants océaniques, comme je vous l'ai dit, ils permettent aux animaux, déjà, comme les bannettes bleues, de faire le tour du monde, mais aussi il permet au phytoplancton de traverser les océans. Et puis aussi, il permet à l'eau elle-même, en fait, de circuler. Car en effet, les phytoplanctons ont aussi besoin de nutriments, ils ont besoin d'oxygène, et ces courants vont brasser tous ces éléments à travers le monde. Et on considère qu'il faut, pour une goutte d'eau, des milliers d'années pour traverser les océans. Alors, je voulais vous présenter un de mes amis, peut-être que vous le connaissez, qui s'appelle le poisson clown. Voilà, à l'endroit, c'est mieux. Ce poisson clown, peut-être que vous l'avez déjà rencontré dans le monde merveilleux de Nemo. Et en effet, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de voir ce dessin animé, car à un moment donné, ce petit poisson clown, au niveau de l'Australie, utilise ses courants océaniques pour aller sauver son enfant. Alors, je vais me concentrer maintenant sur quelque chose que l'on parle beaucoup en ce moment. On parle beaucoup du Gulf Stream. Alors, si vous regardez au niveau des informations, en ce moment, on est en train de parler de ce Gulf Stream. Alors, c'est quoi ce Gulf Stream? Ce Gulf Stream, il se situe au niveau des États-Unis. Et donc, sur mon image, il est en rouge, car c'est un courant de surface comme ça, qui va venir au niveau de la Guyane, qui va venir au niveau du Golfe du Mexique. Et ce courant de surface, ce sont en fait des milliers et des milliers et des milliers de litres d'eau, des milliers de litres d'eau qui sont en fait réchauffés au niveau des équateurs et qui vont traverser l'océan. Et c'est donc des courants de surface qui vont traverser l'océan et venir en fait jusqu'en France, pas jusqu'en France aussi, on va voir l'Angleterre, qui vont remonter jusqu'au pôle Nord. Et en fait, ces courants, c'est ce qui permet en fait à la France, par exemple en hiver, en fait, d'avoir des températures qui vont aller jusqu'à 0 degré, mais pas plus. Tandis que en face de chez nous, au Québec, eh bien, il va faire moins 40 degrés. Donc, on voit que en fait, ces courants océaniques, ils ne servent pas que aux animaux, ils servent aussi au climat et qui permet au fait au climat de se réguler. C'est pour ça qu'en Europe, en hiver, nous n'avons ni trop chaud ni trop froid. Et c'est pour ça qu'au niveau du Gulf Stream, en fait, vous allez avoir au niveau de Miami, par exemple, au niveau de la Floride, en fait, des températures très élevées en été et même très élevées en hiver. Donc voilà ce que je voulais vous raconter de ces courants océaniques. Maintenant, il est très intéressant de savoir comment sont générés ces courants.
Alors, il y a plusieurs effets. Et le premier de ces effets, c'est ce qu'on appelle un effet thermohaline. D'accord? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On sait, en fait, que la température et la salinité de l'eau sont très importantes dans ces effets-là. Mais il n'y a pas que, en fait, ces effets thermohalines pour expliquer les courants. On connaît aussi, par exemple, l'effet de la Lune, ce qui va donner les marées, ou bien l'effet du vent. L'effet du vent qui va provoquer, par exemple, les vagues. Alors, je voudrais vous montrer une expérience aujourd'hui pour comprendre un peu plus juste l'effet de la salinité au niveau de l'eau. Donc, pour ça, j'ai préparé une petite expérience. Donc, cette expérience, voici, elle se base sur tout simplement 2 petites bouteilles d'eau. Je vous expliquerai juste après, en fait, comment on va créer cette expérience. Alors, j'ai préparé aussi une petite bassine pour éviter d'en mettre partout. Alors, une bassine, 2 bouteilles d'eau. Voilà. Et j'ai préparé, juste à ma gauche, 1 litre d'eau. Alors, c'est de l'eau du robinet, d'accord? Et dans ce litre d'eau, je vais rajouter du sel. Donc, je vais rajouter beaucoup de sel. En fait, l'idée, c'est avoir de l'eau très salée. Là. Donc, on est généreux. Hein. Je vais en fait remuer mon eau. Pour créer donc mon eau très salée. Et j'ai préparé juste à côté de mon eau salée. Alors, il me semble que je vais pouvoir être un peu plus généreux. Voilà. Ça serait idiot, en fait, que mon expérience ne fonctionne pas. Alors, voilà. Je vais manger mon eau salée. Et cette eau salée, je vais lui donner une couleur. Alors, j'utilise des colorants alimentaires qu'on trouve au supermarché. Voilà. Donc, j'ai mon eau salée qui est bleue. Très bien. Donc ça, c'est ma première solution. Et j'ai préparé une seconde solution. Et là, c'est de l'eau. Tout simplement de l'eau. Et je vais y rajouter un autre colorant pour la différencier. Et là, ça va être cette fois-ci une eau rouge. Pareil, j'utilise des colorants alimentaires, hein, qu'on trouve au supermarché. Donc j'ai mon eau bleue qui est très salée et mon eau rouge qui, elle, eh bien, c'est de l'eau douce, de l'eau du robinet. Et je reviens vers ma maquette. J'ai pris en fait des petites passes à linge pour empêcher en fait l'eau de circuler d'une bouteille à l'autre. Alors peut-être que je ne vous l'ai pas dit, mais vous voyez ces 2 bouteilles, ce sont des bouteilles en plastique. J'ai relié mes 2 bouteilles avec une paille, d'accord? Donc ça veut dire qu'en gros, l'idée c'est que de l'eau peut passer d'une bouteille à l'autre. Alors elle peut passer en haut ou alors elle peut passer en bas, d'accord? Et je ferme, voilà, ma paille. Alors vous allez voir, tout à l'heure j'ai essayé mon expérience et l'eau pouvait quand même un peu passer, mais bon. On va voir si ça fonctionne. Donc, je vais remplir à droite. Voilà. Je vais remplir à droite ma bouteille avec l'eau rouge, l'eau donc simplement de l'eau. Voilà. Alors, vous voyez que mon histoire, vite que je me dépêche. Voilà. Et vite, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je vais mettre à gauche donc mon eau salée. Voilà.
Ouf. OK, et ça va se rééquilibrer. Et je vais ouvrir mes deux vannes. Et on va voir ce qui va se passer. Normalement, quelque chose de très mystérieux va se passer. On pourrait penser à première vue que l'eau bleue et l'eau rouge, déjà, pourquoi elles se mélangeraient? Ou bien, si elles devaient se mélanger, il devrait y en avoir autant à gauche qu'à droite. Mais je ne sais pas si vous commencez à remarquer quelque chose d'intéressant. L'eau rouge, donc c'est mon eau douce, elle se concentre en haut, et l'eau bleue, elle se concentre en bas. Donc l'eau bleue, c'est l'eau salée. Et encore plus mystérieux, si l'eau salée est en bas, ça veut dire que l'eau est en train de faire ce chemin-là. En fait, l'eau bleue est en train, petit à petit, en fait, de remplir la bouteille rouge. Et l'eau rouge, donc l'eau douce, est en train de passer là-haut et est en train de remplir la partie haute de la bouteille salée. Je vais vous laisser quelques instants pour laisser se faire l'expérience. Et vous pouvez commencer déjà à essayer de réfléchir pourquoi l'eau salée reste en bas et pourquoi l'eau douce reste en haut. Alors, je vais vous donner la réponse. Si jamais vous voulez intervenir dans le chat, vous pouvez très bien commencer à donner des réponses. L'eau salée en bleu et l'eau douce. L'eau salée est plus dense que l'eau douce. L'eau salée est plus dense que l'eau douce. Alors, c'est-à-dire quoi, elle est dense? C'est-à-dire qu'en gros, dans l'eau, j'ai rajouté du sel. Et en fait, l'eau va devenir plus lourde, assez chargée de sel. Elle est plus dense, c'est-à-dire qu'il y a plus d'éléments dans un litre d'eau, donc il y a plus de matière dans un litre d'eau. Cette fois-ci, il n'y a plus que de l'eau, il y a de l'eau et du sel, donc l'eau est très lourde. Et en fait, comme l'eau est lourde, elle va aller vers le bas. Et l'eau douce, comme elle est plus légère, en fait, elle va remonter. C'est un peu comme le vinaigre et l'huile. L'huile est moins dense que le vinaigre. Donc, si vous laissez une vinaigrette, par exemple, une journée dans votre frigo, quand vous allez revenir, qu'est-ce qui s'est passé? L'huile, elle est remontée. L'huile est plus légère que l'eau. L'huile est plus légère que le vinaigre. Donc, en gros, l'huile, on la voit remonter. Donc, mon eau salée est plus dense, donc elle descend et elle commence à remplir. Vous voyez ici, je ne sais pas si on voit très bien, mais on voit ici que c'est commence à devenir un peu violet, un peu bleu. Donc l'eau salée descend et l'eau ici en rouge, l'eau claire, remonte. Donc maintenant qu'on a fait notre expérience, on va essayer de comprendre, on va essayer de revenir vers nos courants océaniques et voir en fait en quoi l'effet thermo-halin est si important pour les courants. Donc je vais reposer ma petite expérience et revenir sur mon image du début. Alors, tout à l'heure, je vous ai présenté donc nos courants marins. Je vais remonter comme ça, vous verrez ma tête. Voilà, c'est très bien. Tout à l'heure, je vous ai présenté ma carte. Je vous ai dit, alors voilà, en rouge, en fait, on a nos courants de surface et en bleu, on a nos courants de profondeur. Alors, regardez bien, par exemple, ici, qu'est-ce qui se passe au niveau de la France? En fait, les courants de surface qui sont chauds, en fait, sont ici, sont ici, sont ici, sont ici. Ils remontent et ils remontent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'approcher du pôle Nord. L'eau va arriver au niveau du pôle Nord. Et on sait qu'au pôle Nord, il fait très froid. Il fait très froid et on sait aussi que, en fait, le pôle Nord, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des immensités, en fait, d'iceberg. Bon, il y a une
calotte polaire. En fait, on sait que l'eau, quand elle arrive ici, elle va se transformer en glace. L'eau, ici, se transforme en glace. Sauf qu'en fait, le sel, lui, n'est pas piégé dans la glace. C'est-à-dire que si vous prenez un glaçon, vous le faites fondre, ça sera comme de l'eau douce. L'eau salée ici arrive et une partie de cette eau salée est piégée dans la glace. Donc en fait, le sel, lui, il reste dans l'eau. Et l'eau, en fait, va devenir très salée. Très, très salée d'un coup. Donc comme elle est très salée, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle plonge. Il faut imaginer qu'au niveau du pôle Nord, vous avez un courant marin qui arrive vers la calotte polaire, une partie est piégée dans la glace et l'eau commence à tomber. Et on parle d'une chute d'eau gigantesque et elle chute, elle prend de la vitesse et comme elle prend de la vitesse, qu'elle fait? Elle fait demi-tour et elle repart. D'accord? Cet effet, vous en avez un peu partout. D'accord? Vous allez avoir la même chose ici. Mais au niveau du Gulf Stream, qu'est-ce qui se passe en fait? Je peux vous le remonter si vous voulez sur une autre carte, on va le voir d'un peu plus près. Vous avez ici le Gulf Stream, un courant d'eau chaude qui arrive au niveau du pôle Nord. Et au niveau du pôle Nord, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va devenir très salée parce qu'une partie est piégée dans la glace et elle va plonger. Et elle va repartir en arrière. D'accord? Donc, ici, on a vu une expérience très simple à réaliser chez soi pour expliquer une partie de comment fonctionnent en fait les courants marins. Demain, si vous voulez, on fera une seconde expérience pour voir l'effet de la température. Voici, je vous remonte la carte pour que vous puissiez voir en fait une partie de l'explication de ces courants marins. Donc cet effet, vous l'avez ici, puis vous allez le retrouver en fait au niveau aussi du pôle sud. Donc, je voudrais terminer mon intervention, si vous le voulez bien. On a vu l'expérience qui nous permet de comprendre un peu ces effets de courant océanique. Je voudrais maintenant vous montrer comment réaliser chez vous simplement cette expérience. Alors, cette expérience, on va avoir besoin de 2 bouteilles d'eau. Voilà une première. Voilà une seconde bouteille d'eau. Nous allons utiliser ce qu'on appelle des pailles. Alors voilà, moi j'ai récupéré des pailles. Alors les pailles, dans l'expérience que je vous ai montrée, elles étaient transparentes. Alors là, je vais vous montrer avec des pailles qui ne sont pas transparentes. Bon, après, ce n'est pas très grave. L'expérience fonctionne. C'est mieux de le faire avec des pailles transparentes. Donc, il va m'en falloir 2. Je vais avoir besoin, donc tout à l'heure, je vous ai montré, évidemment, alors, donc je vais vous montrer ça après. Alors, mes 2 bouteilles d'eau, mes pailles. Je vais avoir besoin, alors j'ai utilisé du mastic, d'accord? Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut trouver facilement. Ça ne sert à rien d'acheter du mastic à 40 €. Vous prenez un mastic de base ou bien de la pâte à fixe, si vous voulez. Encore une fois, vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle un pistocol, mais bon, ça risque de chauffer. Donc là, ici, aujourd'hui, on va utiliser quelque chose de très simple, d'accord? C'est pour faire l'étanchéité. Alors, peut-être j'aurais pas dû vous montrer la marque. Et puis, on va utiliser des outils pour percer. Alors, aujourd'hui, on va utiliser un cutter. Alors, évidemment, si vous utilisez un cutter chez vous, essayez, si vous êtes jeune, de le faire avec un adulte. Et si vous êtes moins jeune, adulte, eh bien, faites participer vos enfants. Voilà, donc un cutter. J'utilise un ciseau à bout pointu. D'accord? Voilà. Sinon, j'aurais pu utiliser du matériel de professionnel, d'accord? High technology, qu'on appelle un poinçon, voilà. Et alors, on va très très loin, on peut utiliser aussi un fourret. Donc, mes 2 bouteilles d'eau et ma paille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la paille ici, au niveau en fait de l'embout qui se plie. Voilà. Une fois et 2 fois. Alors, je le fais 2 fois parce qu'il y a
évidemment de paille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une fois, voilà, on a préparé la moitié du matériel. Maintenant, on va passer à l'autre moitié du matériel. Alors, on va essayer en fait de repérer avec une règle en fait où faire nos trous. Hein. Donc, par exemple, moi, on voit ici en fait j'ai un trait ici, j'ai un trait ici. Je vais le faire à 1 cm et 1 cm. D'accord? Donc voilà, je marque 1 cm et 1 cm. Hop, hop, hop. Voilà. Et je recommence 1 cm et 1 cm. Il faut que les trous soient en face. D'accord? On ne veut pas en fait d'effet parasite. Et 1 cm. Et puis c'est parti, on va utiliser le cutter pour faire le trou. Donc j'utilise en fait mon cutter, je vais juste, vous voyez, faire sortir la lame de même pas 1 cm. L'idée c'est juste de percer. Hein. On ne veut pas faire le trou, on veut juste percer. Donc en fait je fais une croix, tout simplement, là où j'ai ma marque. Une première croix, une deuxième croix, voilà. Puis je fais pareil avec mon autre bouteille. Première croix et une deuxième croix. Voilà. Alors pourquoi je le fais 2 fois? Parce qu'une croix, eh ben, c'est 2 traits. On est encore sur le chiffre 2. Je vais prendre mon ciseau maintenant à bout pointu. C'est important d'avoir bout pointu pour faire le trou. Et là, en fait, c'est très important d'y aller lentement. Si vous y allez vite, en fait, le problème, c'est que votre trou, il ne va pas être rond. D'accord? Donc, il faut un peu de patience. Voilà. Donc là, on voit que mon trou n'est pas du tout droit parce que je vais beaucoup trop rapidement. Voilà, donc je fais un premier trou, un deuxième trou. Alors, je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Ça veut dire que j'explique bien. Ça, c'est une qualité qui est importante. Voilà, un premier trou et un deuxième trou. Et maintenant, eh bien, j'insère mes pailles. Voilà. Et en face, normalement, si tout se passe bien, je devrais avoir qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Voilà. Et maintenant, eh bien, c'est l'heure d'utiliser notre mastic. Parce que si vous utilisez évidemment votre expérience comme ça ne va pas marcher. Alors, c'est un mastic. À partir du moment où vous allez l'utiliser, il va falloir attendre une douzaine d'heures, d'accord, pour pouvoir que ça sèche. Donc, si j'avais, par exemple, la mienne, je l'ai fait hier, en sachant que j'aurai ma partie. Donc, c'est peut-être pas forcément la partie la plus intéressante de ce tuto. Voilà. Est-ce que... Alors, évidemment, ça ne fonctionne pas. Alors, on va vérifier. OK. Ah, voilà. Les aléas du direct. Non, ça commence. Est-ce que tu veux bien fonctionner, s'il te plaît? Ah non, j'ai... Donc, je vais demander à mon partenaire, qui est juste à côté de moi, d'essayer de me débrouiller. Sinon, est-ce qu'on peut utiliser de la pâte à fixe, s'il vous plaît, monsieur? Voilà, on va improviser et on va utiliser donc de la pâte à fixe. Alors, ça, c'est de la pâte à modeler. Donc, utilisez votre mastic, en fait. Et en fait, on va venir mastiquer tout simplement autour. D'accord? Voilà. Donc, je vous fais la démonstration avec de la pâte à modeler, mais évidemment, n'hésitez pas à utiliser
donc pistocole, on a dit, du mastic, de la pâte à fixe, enfin tout ce qui peut jointer. Voilà. Une fois que vous avez fait les 4, vous avez terminé. Et voici. Donc, avec cette expérience d'aujourd'hui, nous avons vu la possibilité de créer cette expérience qui nous permet de tout simplement montrer l'effet thermohaline. Alors, demain matin, je crois, nous allons refaire cette expérience, mais cette fois-ci avec de l'eau chaude et de l'eau froide. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Eh bien, je crois que j'ai terminé mon intervention. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant sur le chat. Donc Non, pas de questions, je vois. Alors, je ne sais pas. Je crois que j'ai terminé mon intervention. Donc, je vais vous remercier. Donc, je m'appelle Thomas Martin. Comme j'ai dit, je suis animateur sur Planète Science Occitanie. Et aujourd'hui, donc, je vous ai présenté une partie, d'accord, des effets que l'on rencontre pour expliquer les courants océaniques. Et donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et je laisse la main à nos amis de Délire d'encre et je vous souhaite un bon week-end avec Scientilivre.